Bonjour à vous trois. Bonjour Marc Boisson. Vous êtes, je vous présente tout de suite après, vous êtes secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français. On peut dire que vous avez consacré votre vie à la promotion du français à travers le monde. Étienne Fortin-Gauthier, vous êtes journaliste québécois. Vous vivez dans l'Ontario au Canada et vous travaillez pour TFO, qui est une télévision éducative et culturelle. Et vous venez d'accomplir un tour du monde de la francophonie. On va en parler dans un instant. Oui. Et puis vous, Gerat Macharibov, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui. Vous êtes professeur de français en Ouzbékistan, professeur à l'université, ce qui n'est pas banal. Alors l'Ouzbékistan, c'est une ancienne république soviétique coincée entre le Kazakhstan et le Turkménistan. J'ai appris que le français est enseigné en Ouzbékistan. Oui, exactement. Ce n'est pas une nouvelle parce que je connais plusieurs professeurs qui sont plus âgés déjà. Ouais. Nous sommes les successeurs de ces professeurs-là. Combien de personnes parlent français en Ouzbékistan? On a une idée? Moi, je ne connais pas bien les statistiques, mais je peux dire que maintenant, actuellement, il y a à peu près 3000 professeurs de français. 3000 professeurs de français. Voilà, qui enseignent aux élèves francophones qui font nombre de 200 000. 200 000 élèves, 200 000 personnes qui suivent des cours de français selon en les Ouzbékistan. statistiques, c'est ça, oui. Ça. Alors c'était justement hier la journée internationale des professeurs de français, une journée placée sous le signe de l'innovation et de la créativité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un prof de français d'être innovant et créatif? Eh bien, c'est le fondement du métier des professeurs de français et évidemment aussi d'autres enseignants. C'est intéressant de préciser que ces thématiques que nous avons adoptées cette année pour la première journée internationale des professeurs de français est l'innovation, mais l'innovation dans différentes modalités. Il s'agit de l'innovation dans la classe qui peut être à travers les outils numériques, mais également avec des techniques qui sont des techniques qui peuvent être propres aux enseignants et qui sont les techniques également de l'évolution des modalités d'enseignement du français. J'imagine qu'on n'enseigne pas le français partout de la même manière dans tous les pays et dans toutes les classes d'ailleurs. Non, absolument. Ouais. On s'adapte au public. On s'adapte au public, on s'adapte aux conditions locales également. Ouais. On s'adapte à l'évolution de l'enseignement du français telle qu'elle peut être également posée au niveau international. Alors, Étienne Fortin-Gauthier, vous n'êtes pas professeur, vous, de français? Non, mais j'en ai rencontré plusieurs pendant mon périple. C'était quoi le but de votre périple, en fait? Bien, moi, je travaille pour, vous l'avez dit, une télévision publique francophone qui dessert les franco-ontariens. Donc, il y a 622 000 francophones en Ontario, la province voisine du Québec. Et là, je voulais aller voir la francophonie ailleurs dans le monde. Et j'en ai rencontré plusieurs des francophones professeurs. Et c'est ça qui m'a marqué, notamment au Cambodge, des gens qui font une différence dans la vie des gens. Et lorsqu'ils enseignent le français au Cambodge, par exemple, ça peut changer la vie de ces jeunes-là qui apprennent le français, qui peuvent espérer une vie meilleure. Et c'est ça que j'ai... Est-ce qu'on apprend le français pour les mêmes raisons partout? Pas du tout. Le Canada est un pays bilingue, évidemment, donc il y a peut-être une autre motivation professionnelle. Mais dans le cas du Cambodge, par exemple, j'ai vu des gens pour qui c'était une occasion de peut-être espérer une vie meilleure, tout simplement. Un jeune garçon, notamment, dont les parents travaillent dans des chanderies. Et là, aujourd'hui, il a appris le français. Et maintenant, il étudie le droit franco-cambodgien. Et pour lui, c'est l'occasion d'avoir une vie meilleure, tout simplement. À part le Cambodge, en quelques mots, dans quel pays vous avez été déjà? J'ai été en Corée du Sud, au Japon, au Vietnam, au Kosovo, en Roumanie. Je m'en vais au Sénégal la semaine prochaine. Et évidemment, le portrait du français n'est pas le même dans tous ces pays-là. Dans certains pays, le français recule. Dans d'autres, il va très bien. Et même en Belgique, vous avez été? J'ai été en Belgique également. C'est votre pays d'origine. On parle un peu français quand même. Il y a absolument, à peu près 40% des Belges qui parlent français. Et il y a des défis là aussi linguistiques. Il y a certains anti-francophones que j'ai rencontrés. Il y a des défis partout avec le français. C'est une langue fascinante quand même. Mais l'enseignement du français, c'est un élément clé. Et l'avenir de la francophonie en dépend. Pourquoi on apprend le français en Ouzbékistan? Quel est l'intérêt pour un Ouzbek de connaître le français? D'accord, bon. Nous avons beaucoup d'opportunités avec le français, on peut dire. Alors, en général, c'est une belle langue, soi-même. Quand tu parles français, voilà, quand je prends un taxi, le conducteur me demande, vous êtes professeur? Oui, à l'université, quelle langue vous enseignez? Le français, ah, c'est bon.
Voilà, Et vous, par exemple, juste, comment et pourquoi vous avez commencé à parler le français et ensuite à l'enseigner? D'accord. Moi, j'ai mon frère 2 ans de plus que moi, plus âgé que moi. Alors, il faisait sa cinquième année à l'école. Alors, il préparait ses devoirs avec son manuel, d'après son manuel de français. Je suis en quatrième. Nous n'avons pas de français en quatrième classe. À l'époque, nous n'avions pas. Alors, moi, j'essayais de lire. Alors, là, il me corrigeait. Après, moi, j'ai appris quelques mots. C'est votre frère qui vous a servi de professeur? Oui, premièrement, début, oui. Mais après, en cinquième classe, quand j'étais en cinquième classe, mon professeur a vu que j'ai déjà quelques mots, que je peux dire quelque chose en français. Il m'a beaucoup intéressé et c'est grâce à lui que j'ai bien aimé cette langue. Il m'avait dit tout simplement, pour motiver, tu dois gagner des concours en français. Nous avons parce que des concours républicains en français entre les écoles, entre les universités. Voilà, si tu gagnes, tu dois aller en France pour voir Paris. Voilà. C'est aussi pour vous le français, c'est aussi l'accès à une culture, la culture française. Oui, tout à fait. Comment dirais-je, voilà, on regarde alors la Tour Eiffel, voilà, tout le monde est intéressé. Mais je crois, peut-être c'est ma propre opinion, mais quand même quand on voit la Tour Eiffel, on trouve que c'est pareil, qu'on veut bien y aller, mais les autres monuments des autres pays, ça n'intéresse pas beaucoup comme la Tour Eiffel. Moi, j'ai mon opinion. Voilà. La France, le français continue à faire rêver dans le monde. Continue à faire rêver, mais il y a certains défis également. Je peux vous raconter en Serbie. J'ai rencontré des dizaines de professeurs de français en Serbie, mais dans des centres d'appel, dans des call centers, je vais le dire en anglais. C'est-à-dire qu'ils répondent au téléphone? Ils répondent au téléphone parce qu'ils n'ont pas d'emploi de professeurs de français, donc ils sont obligés de travailler dans des centres d'appel. Donc ils ont été formés, ce sont des universitaires qui ont été formés en enseignement du français et là qui travaillent en centre d'appel parce que le français a reculé face à l'anglais. Donc le français, c'est des belles histoires, mais c'est aussi... vous, dans votre, j'allais dire, dans l'expérience de votre vie, vous avez l'impression que le français, justement, est en recul par rapport aux autres langues et notamment par rapport à l'anglais? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Les chiffres montrent que le français n'est pas en recul, se développe et va se développer d'ici 2050, notamment en Afrique. On peut dire que le français est une langue africaine aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais, effectivement. C'est une langue mondiale, parlée sur les 5 continents. Nous avons des associations à la Fédération internationale des professeurs de français dans le monde entier, mais qui se développent beaucoup en Afrique. Donc les chiffres montrent qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas non plus de recul en ce qui concerne le nombre de professeurs de français. Il y a combien de professeurs de français? On a une idée de combien il y en a dans le monde? On a une idée, on n'est pas loin des 900 000. 900 000 professeurs de français. Donc on tend vers le million. Et avec des besoins énormes, notamment en Afrique. D'accord. Évidemment, sur la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne la concurrence entre le français et l'anglais, c'est même plus une question. L'anglais est une langue qui doit être parlée dans le monde entier, qui est parlée dans le monde entier. Le français arrive comme une alternative après l'anglais, et c'est très bien. On dit que le français est la 5e ou la 6e langue la plus parlée dans le monde. Il y a l'anglais, évidemment, le mandarin, l'hindi en Inde, l'espagnol et l'arabe. Donc le français serait la 6e langue mondiale. Vous confirmez ce classement? Alors, oui, il y a d'autres classements. En termes de langue enseignée, le français est en seconde position. D'accord. Donc l'enseignement du français est très important, plus important proportionnellement que sa place par rapport aux autres langues. Voilà. Et pour l'Ouzbékistan, par exemple, après l'ouzbek et le russe, mais l'anglais, c'est une langue d'interaction mondiale. Et le français, c'est 5e langue, mais malheureusement après l'allemand. On peut dire que l'anglais, c'est la langue du business et que le français, c'est la langue de la culture. Pour des raisons économiques, c'est un peu dominant, mais quand même, le français n'est pas mal de chance avec le français, avec le tourisme qui se développe maintenant dans le pays. Voilà. Et au Canada, il faut le dire, là, on a besoin de professeurs de français. Nous, on manque de professeurs de français. C'est vrai, vous dites avis aux amateurs? Absolument. Chez le Canada, bon, c'est un pays bilingue, mais en réalité, il y a seulement 17% des Canadiens qui sont bilingues. Mais actuellement, il y a 400 000 jeunes anglophones qui apprennent le français dans des classes d'immersion, dans différentes classes, et il manque des professeurs de français. Donc, appel à tous. Je pense que c'est le moment peut-être de miser sur la mobilité, peut-être des enseignants, si dans certains pays... Encore une petite anecdote de votre
votre périple Je peux vous mondial. parler de la Roumanie. Où là, il y a un système intégré d'enseignement du français. Donc, dès le début, dès très jeunes, les enfants peuvent apprendre le français, ensuite au lycée et à l'université avec 109 programmes en français universitaire en Roumanie. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ensuite... Ils entretiennent la tradition francophile de la Roumanie. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ensuite, les gens peuvent travailler en français parce que la France, notamment, a plein d'industriels en Roumanie et ils ont des emplois où on a besoin du français en Roumanie. Donc là, c'est conséquent. C'est qu'on apprend le français à l'école, mais ensuite, on l'utilise au travail. Il y a un vrai engouement en Roumanie. Je voudrais préciser que dans le cadre de la journée d'hier internationale des professeurs de français, c'est de la Roumanie que l'on a reçu le plus d'activités qui sont déroulées donc hier. Je crois qu'il y a un élément, je crois qu'il est important de dire qu'on a parlé d'ouverture vers la culture pour le français, c'est vrai, mais on en a beaucoup parlé hier lors de la célébration parisienne et dans le monde entier. Il y a un mot qui revient, c'est la passion. C'est la passion des apprenants et la passion de ces 900 000 professeurs. Vous dire que le français était une langue de passion, c'est la langue de l'amour. On dit souvent c'est aussi une langue de passion. Mais la passion concerne ceux qui l'apprennent et ceux qui l'enseignent. Les professeurs sont habités par une mission. Ça, on le constate, il y a une mission. Ils ne sont pas toujours bien payés, mais ils sont fiers et ils croient en ce qu'ils font. Et ils veulent on dit que c'est une langue difficile à apprendre. Est-ce que c'est vrai? Ah non. Non. Pour moi, qui est déjà spécialiste, devenir un spécialiste, mais j'apprends toujours le français parce qu'avec mes étudiants, avec mes élèves, j'apprends toujours un mot, une expression, voilà. Parce que, et vous trouvez que c'est une langue relativement facile à apprendre? Mais pour moi, oui. Tout le monde demande, alors si c'est facile, la prononciation, c'est difficile un peu, c'est pas comme l'anglais, mais non. Alors, enseigner le français, c'est aussi un enjeu d'influence, de ce qu'on appelle le soft power. Là, ça passe aussi par la langue, c'est important pour les... C'est très important. Et c'est d'ailleurs une caractéristique de la politique internationale de la France. Ce développement du français dans le monde entier est un point extrêmement central. Alors, on n'a pas beaucoup le temps. Je voulais parler de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que c'est aussi une organisation culturelle qui a le français en partage, comme on dit. L'Ouzbékistan, j'ai vu que l'Ouzbékistan n'est pas dans la francophonie. Vous allez bientôt le faire entrer? Nous sommes en train de créer une association des professeurs de français en Ouzbékistan. Juste hier, nous avions un programme consacré à cette journée de profs de français. Voilà. Ce serait une première étape avant la francophonie. La première étape, oui, c'est être... Et avant d'appartenir à la Fédération internationale des professeurs de français. Oh oui, c'est une étape pour entrer. Merci à tous les trois. Merci d'être venus partager votre passion pour le français. Merci Marc Boisson, Étienne Fortin-Gauthier et Guérat Macharibov. Merci à tous les trois d'être venus dans le 64 minutes. On va continuer.